Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo, discussion Hall of Fame. Vous connaissez ces discussions qui vont durer toute l'année pour, on espère, un voyage. Et aujourd'hui, je fais une discussion et je suis pas tout seul. J'ai appelé à ma rescousse mon ami pirate Antoine qui tient le site 130 livres. Salut Antoine. Salut les pirates. Ouais. Antoine, j'avais véritablement besoin de toi parce que aujourd'hui c'est salsa, aujourd'hui on parle de Porto Rico et quand je parle boxe Porto Rico, je pense tout de suite à Antoine de 130 livres. J'ai envie de dire le spécialiste francophone de la boxe portoricaine. Hein. Et, donc Antoine, aujourd'hui, notre discussion Hall of Fame, tu connais l'émission, notre discussion Hall of Fame va porter sur un boxeur portoricain, une légende, et le principe c'est qu'on prend toujours un jeune retraité dont on sait dans quelques années qu'il sera vraiment, avec vraiment plus que de la chance, mais avec certitude qu'il sera au Hall of Fame, et donc aujourd'hui nous allons parler ensemble d'une carrière finalement qu'on pense connaître, mais je pense qu'il va être très intéressant de se replonger dedans ensemble. Et cette carrière, c'est la carrière de Miguel Cotto. Voilà. Miguel Angel Cotto, on oublie toujours le Angel de son nom. Miguel Cotto, on peut le dire, la dernière grande star, même superstar portoricaine, comme cette petite île sait nous en donner dans le monde de la boxe. Miguel Cotto qui a pris sa retraite, ça va faire presque 2 ans maintenant, qu'il a pris sa retraite. Donc, dans 3 ans, il pourra être dans le ballottage pour rentrer au Hall of Fame. Ça va arriver très très vite. Voilà, il va avoir certainement sa bague de Hall of Famer très très vite. Alors, Pirate Antoine, Miguel Cotto qui est devenu un nom, une référence pour tous les fans de boxe, une référence de la boxe de ces 15 dernières années. Miguel Cotto, j'aimerais qu'on échange déjà, toi et moi, comment il nous apparaît, parce que c'est sûr, il nous apparaît pas au temps zéro, c'est-à-dire à son premier combat, il nous apparaît un peu plus tard, comment dans notre univers boxe, comment ce champion, boum, nous apparaît, comment ça s'est passé pour toi? Écoute, ça a été à l'occasion d'un combat très spectaculaire. Moi j'en avais entendu parler, mais je l'avais pas vu combattre. C'était un champion qui était prometteur, on savait qu'il avait pas mal de qualités, qu'il avait déjà ses fans. Moi, avant de le voir boxer, on m'avait dit, tu vas voir, c'est un type qui sait travailler au corps, qui sait envoyer le gauche au corps. Et comme c'est un art qui a tendance à se perdre, ça m'avait attiré. Ouais. Et puis, pour ce qui me concerne, et c'est peut-être la même chose pour toi, le début de Cotto, mon début en tant que fan de Cotto, ça a été son combat contre Torres. C'était un duel d'invaincus. Et c'est un combat qui a plus que tenu ses promesses. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on est rentré tout de suite, quand un boxeur, tu le vois pour la première fois faire un combat de ce niveau-là, tu es accroché pour une carrière. En tout cas, c'est comme ça que ça a marché pour moi. Bah oui. Alors, écoute, on se rejoint parce que pour moi aussi, Cotto, comment il m'apparaît? Il m'apparaît parce que, pareil, j'entends les amis, parce qu'on était un groupe de fans de Arturo Gatti. Tu me connais, tu connais mon amour inconditionnel pour Arturo. Et on me dit, attends, il y a un Gatti portoricain. On a trouvé un Gatti portoricain. Alors, tu vois, moi, mes sens n'ont fait qu'un tour, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, voilà, et tout. Et donc, en fait, j'ai raté à une semaine près, en fait, voilà, parce qu'il y avait eu ce combat contre Torres. Voilà, faut que tu le vois. Effectivement, ce combat, et en fait, un petit peu Cotto qui est un peu dans ce combat le comeback kid de ce combat, il fait un gros comeback et un peu dans l'esprit de ce que pouvait faire Arturo. Et donc aussi j'ai été bien électrisé comme toi. Et à partir de là, effectivement, j'ai suivi sa carrière. Mais pour être honnête, j'ai suivi sa carrière, tout ce qui s'est développé après, mais c'est que de façon bien plus tardive, que
je me suis repenché sur tout son début de carrière que je ne connaissais pas. Et à la différence de beaucoup de prospects ou de champions qui sont travaillés pour devenir des stars, mais il a un début de carrière quand même qu'on peut dire à l'ancienne. Je sais pas ce que t'en penses. Antoine, quand tu regardes a posteriori, il a une carrière, un début de carrière à l'ancienne. Alors, d'une part, déjà, il boxe beaucoup chez lui, beaucoup à Porto Rico, vraiment, il solidifie sa base. On oublie aussi souvent de dire que c'est un Olympien. Ouais, effectivement. On oublie souvent de le dire que c'est un Olympien. Il fait les Jeux Olympiques de Sydney. Hein. Il a peut-être croisé Brahim Asloum à l'époque. Il fait les Jeux Olympiques, donc déjà le pédigré est là, mais on oublie souvent de le dire. Son début de carrière, il solidifie sa fanbase et il solidifie sa carrière à Porto Rico. L'amour du Porto Rico pour lui va se solidifier là. Il fait déjà des combats dans des grosses réunions américaines, mais on l'oublie. Et puis, avant d'avoir ce gros combat référence contre Torres qui va lui ouvrir les portes d'HBO et tout ça, le mec, quand même, prend, déjà, il a pris Rocky Martinez en 2003. Oui. Il prend Rocky Martinez, mais il prend aussi en 2003, il prend Carlos Moza, qui fera un combat contre Ricky Hatton. Qui ira en Angleterre. Des vétérans à l'époque, mais il fallait se les taper. Love Morendo. Love Morendo. Et puis surtout, je pense, il se fait quand même Randall Bailey. Ah bah c'est un révélateur, Bailey. Hein. C'est un gatekeeper qui est parfait. Voilà. Si t'es bon, il fume. Exact. Et si t'es bon, tu passes. Exactement, ouais. Alors là, Randall Bailey, ça c'est le combat référence pour savoir où tu te situes. Et je suis d'accord avec toi. Et puis dans un combat qui a été, quand tu le regardes, moi je l'avais regardé après parce que ça m'intéressait beaucoup. C'était un Southpaw, un combat un peu bizarre qui se finit de façon un peu bizarre. Mais il prend aussi deux Marcus Corley. Ouais. Je crois que c'est à Bayamon à Porto Rico qui prend devant son public, mais bon, ça se finit un peu bizarre. Je vous laisserai voir mes pirates. Et puis enfin arrive Ricardo Torres, en plus à Atlantic City, ce qui a rajouté au phénomène Arturo Gatti, tu sais, à faire la connexion. C'est dans la ville d'Arturo Gatti, c'est là où il a fait tous ses comebacks, et le kid de Porto Rico fait exactement la même chose, donc on était électrisés. Donc voilà comment pour Pirate Antoine de 130 livres et pour moi-même, comment Miguel Cotto nous est apparu. Et donc, on va le suivre, et il fait encore un combat entre temps, mais on va le suivre avec un autre combat dont j'ai envie de parler, parce que ça, c'est aussi un combat qui est dans la petite légende de la boxe, voire même la grande, mais pour plusieurs raisons. Alors on y va tout de suite, on est en 2006, et boum, Cotto contre Malignaggi. Alors ça, je suppose que tu t'en souviens. Alors, oui. Vas-y, donne-moi toutes tes pensées qui viennent, et puis on enchaîne. Allez. En fait, alors, moi quand je pense à Cotto Malignaggi, bon, c'est encore un adversaire de valeur pour Cotto, c'est assez sûr. Faut pas oublier que Poli est invaincu à l'époque, mine de rien, il a boxé pas mal d'invaincus dans sa carrière, Cotto. Hein. Il a été, c'était vrai pour Torres et ça l'a été pour Malignaggi. Moi, c'est un combat où je pense plus à Poli, parce qu'on s'aperçoit que ce petit gars, qui était un boxeur assez raffiné, avec un bon style, mais dont on savait pas tant que ça ce qu'il avait dans le ventre, ben, il est capable d'encaisser. Parce que c'est un combat qui est brutal, c'est un combat qui est sanglant, c'est un combat où Malignaggi en prend plein la gueule, et il tient quand même la limite, en format championnat du monde. Au trip. Voilà, c'est admirable, parce que Cotto... Et ça, ce sera une grande constante dans sa vie. Cotto, c'est un homme qui a fini avec un très bon ratio de KO, alors que c'est pas un très gros frappeur. Néanmoins, c'est un type qui ne lâche pas sa proie. Jamais. C'est-à-dire que son adversaire commence à faiblir, il va insister, il va savoir où ça fait mal, il va maintenir l'effort. C'est pas du tout un gars, c'est pas sa culture de lever le pied. Jamais. Et Malignaggi, c'est un bonhomme. Il a montré ce jour-là que c'était un bonhomme. Oui, parce que après Malignaggi, il aura la carrière qu'il aura, et puis des histoires qu'il aura, mais des années plus tard où on peut avoir des griefs contre lui. Mais faut se rappeler que il a été, c'est pas qu'il a répondu présent, mais il n'a pas été un quitter sur ce coup-là. Ouais. Beaucoup auraient quitté parce que il se fait casser la mâchoire, je crois au 5e ou 6e round. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il se fait casser la mâchoire. Il y va
Voilà. Et là, on est dans un Rocky moment où l'important, c'est de tenir la distance face à une brutasse comme c'est pas permis. Donc là, le grand moment est magnifié, mais il est magnifié aussi pour quelque chose qui va devenir important que peut-être nous, en tant que Français, on le comprend un peu moins, mais c'est un pur combat new-yorkais. Ouais. Et là arrive pour Miguel Cotto quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Miguel Cotto est le king, va devenir le king, et ça commence là, du Madison Square Garden. Il va devenir le king. Faut vraiment comprendre ça. Miguel Cotto, c'est pas n'importe qui dans le boxing business. Très très peu peuvent se vanter d'avoir eu être un homme, un nom qui, sur son nom, remplit le Madison Square Garden. Pourquoi? Encore une fois, pour une question de communauté. Voilà. Quand tu connais New York, tu t'aperçois que New York est une ville très fortement portoricaine, avec une grande communauté portoricaine. Peut-être que tu verras moins que d'autres communautés qui n'a pas son quartier propre, même s'il y a des rues portoricaines, il n'y a pas son quartier propre, mais il y a une vraie communauté portoricaine qui fait vivre la ville. Et Ouais. Paulie Malignaggi, c'était aussi le kid de Brooklyn, Bien sûr. de la communauté italienne. Donc, il faut bien comprendre que ce combat-là, peut-être que ça apparaissait comme un combat de prospect ou enfin voilà, mais à New York, c'était le fight. Parce que ça ranimait des choses profondes chez les New-Yorkais. C'était le combat des mecs d'ici, quoi. Pour eux, et ça t'a rempli le Madison. Ils ont rempli Madison Square Garden et prêtez attention à l'ambiance. Prêtez attention à l'ambiance parce que c'est le feu. Hein. C'est l'ambiance à l'ancienne, ambiance spéciale 70. Dans ce combat. Donc vraiment, il y a un cachet. Ce combat a un cachet, un charme qu'il faut, pour ceux qui ne connaissent pas, avoir. Et puis un Paulie Malignaggi qui malheureusement n'avait pas de punch pour lui, qui tient, et un Cotto qui s'affirme d'autant plus. Donc voilà, le début de cette histoire d'amour entre le New York, le Madison Square Garden et Cotto commence vraiment là, avec encore une fois un match-up extrêmement bien pensé pour le lieu et la salle. Voilà, donc un combat qu'on recommande à tous les pirates qui l'auraient pas encore vu. Donc on a en 2006 Antoine, Cotto s'affirme. Ce combat-là se fait, si je me trompe pas, il se fait en super léger contre Malignaggi. Ouais. Ça se fait en super léger. Et donc notre Cotto va, je crois, changer de catégorie. Il va faire encore il va faire 2 combats pour ensuite changer de catégorie. Et on va aller sur un combat qui vraiment on va s'attarder dessus parce que pour moi c'est un combat légendaire. Chez les Walter, on y va. Et je vous le mets, excusez-moi. Je fais hop, et voilà. Voilà, Pirate Antoine, comme tu le vois, après avoir boxé Quintana et Urcal, l'allemand Urcal, dont ça sera le dernier combat, en 2007, au Madison Square Garden, le 9 juin 2007, arrive un combat, encore une fois, qui va pour moi rendre clairement dans la légende du Madison Square Garden. Cotto Judas, un combat qui est extrêmement important. Encore une fois, le match-up est spécialement new-yorkais. New York, enfin voilà, la ville voulait voir ce combat. Encore une fois, la communauté de Brooklyn, la communauté portoricaine. Un combat que moi j'ai revu honnêtement, j'ai dû le revoir des dizaines et des dizaines de fois. Et toi, Antoine, ce combat-là, ça t'évoque quoi? Alors, ce combat, en fait, pour moi, ça montre vraiment aussi ça montre très bien ce qu'est Cotto. Alors, tu l'as dit, il y a une ambiance qui est très particulière parce que c'est un duel important pour la ville de New York et pour les fans de boxe de New York. Mais c'est aussi un combat entre 2 boxeurs fondamentalement différents. D'un côté, tu as Zab Judah qui est un peu le prototype du mec très gros talent naturel, mais
qui est plus ou moins présent selon les combats, dont on sent que psychologiquement ou à la salle, il n'est pas toujours hyper solide. Ouais. Et puis face à lui, il y a Cotto. Et Cotto, c'est pas Superman. C'est un très bel athlète, mais c'est pas un one punch KO systématique. C'est pas le menton du siècle. C'est pas la vitesse du siècle. En revanche, c'est le travail. Cotto, c'est un technicien hyper complet et c'est un mec qui laisse toujours ses tripes sur le ring. Et effectivement, ce soir-là, le talent perd contre la technique, l'acharnement, l'envie de se surpasser, tout ce qui illustre Cotto. Et ce combat-là, pour moi, ça raconte très bien l'histoire de ces deux boxeurs. Et du fait que quand on se souviendra de Judah et de Cotto, il y en a un finalement, c'est le bosseur dont on se souviendra peut-être de façon plus glorieuse et plus importante, et peut-être en tant que le fémur, par rapport à un Judah qui restera peut-être un peu à la porte de ce monde-là, parce que lui n'avait pas le supplément d'âme qu'avait Cotto. Voilà, alors, bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut quand même revenir un petit peu plus encore dans, j'ai envie de dire, les entrailles de ce combat, parce que, pour mieux le comprendre, parce que pour moi, ce combat-là est un combat où Judah, déjà à l'époque, tu vois, Judah, pour moi, c'est un modèle de boxe. J'ai essayé de reproduire ce que faisait Judah en étant gaucher, etc. Donc déjà, je l'avais en modèle. Mais ce combat-là, il me l'a fait passer pour moi, c'est un héros. Judah est un héros. Alors Judah, il avait la fâcheuse tendance à péter des plombs. Oui. À péter des plombs. L'arbitre, mais qui est un très mauvais arbitre, l'arbitre du combat contre Costatio s'en souvient encore. Il y a un an avant, il a son combat contre Mayweather où malheureusement il craque alors qu'il avait ce combat. Il craque et donc il se fait encore suspendre un an parce que à cause de la bagarre qui se passe sur le ring. Voilà. Donc Judah à ce moment-là, il n'a eu qu'un petit combat pour se remettre dans le bain, qui en plus se finit en no contest, je crois, à la fin du premier round. En gros, il n'a pas eu de combat pendant un an pour prendre Cotto. Vrai que c'est un gros morceau. Pour un combat de reprise, c'est un gros morceau. Oh, voilà. Et regardez bien le début du combat. Encore une fois, Judah, il est là, il est au-dessus et il pose des vrais problèmes. Et va naître pour moi avec ce combat une sorte de petit désamour, une sorte de petite fenêtre de désamour avec Cotto, parce que Cotto aussi dans ce combat fait tourner le combat en étant quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui, ou peut-être une fois avec DeMarcus Corley, peut-être qu'il aimait pas les gauchers, mais Cotto va être dirty. Et il va avoir deux coups bas, mais alors vraiment les coups bas où là non discutables. Il est sanctionné, je crois. Ouais. Il est sanctionné. Voilà, deux coups bas qui font un petit peu tourner le combat. Après le combat est ce qu'il est, il redevient tout ça, mais c'est juste un combat énorme et Cotto, comme tu disais, au travail, va réussir à faire plier ce talent pur qui était Zab Judah au 11e round, avec un arrêt de l'arbitre nécessaire, très bon arbitre, le fils Mercante était présent, j'adore cet arbitre. Et mais quoi qu'il en soit, ce combat est magnifique parce qu'on est en 2007, mais sérieusement mes pirates, c'est comme si t'étais dans les années 40. Pour moi, c'est au niveau d'un Tony Zell, Rocky Graziano. C'est cet esprit-là, c'est juste énormissime à voir. Et quand vous connaissez tous les paramètres du combat, vous ne pouvez avoir que un respect éternel pour Zab. Et puis Cotto, qui a, pour moi à ce moment-là, je suis impressionné par cette force, tu sais, cette force qui revient toujours, en anglais on dit relentless, qui revient toujours sur toi, etc. Mais où un point d'interrogation se met sur moi, mais est-ce qu'il serait pas un peu dirty et tout ça? Et voilà, mais en tout cas, combat à voir hallucinant, et puis l'ambiance, l'entrée sur le ring de Zab Judah. C'était quelque chose parce qu'en plus les entrées sont courtes, le Madison Square Garden, le ring walk est assez court, mais le niveau d'énergie assez impressionnant, même les images arrivent à retranscrire ça. Mais combat mortel.
Juste pour rebondir sur ce que tu dis, oui, effectivement, Koto était tout à fait capable d'être un peu d'ortie. C'est très clair. Pour moi, ça fait partie, si tu veux, alors sans le féliciter pour ça, parce qu'évidemment, on va pas se mettre ici à faire la promotion des mecs sales, mais ça fait partie aussi, quelque part, chez les tout bons, Ah de oui, non, ton arsenal. bien C'est sûr. aussi pour ça que j'ai tendance à considérer Koto comme un des mecs les plus complets de ces dernières décennies, parce qu'il maîtrisait aussi ça. Il Mais, avait tout. Il savait mais, combattre à distance, de près, à mi-distance, et il savait mettre le coude ou le coup bas quand, de temps en temps, c'était serré. mais Voilà, c'est ça ce fait ce qui partie. lui a permis de sortir de la suffocation, hein. Hum, Clairement, hum. clairement. Ah non, mais je veux dire, en termes, on met la morale de côté. C'est en termes de nécessité, c'est très, Ah ouais. ouais, tout à fait. Judas, en début de combat, était une bête de toute façon, et ça a été vrai contre Floyd, comme tu l'as rappelé aussi. Hein. Judas, dans les premiers rounds d'un combat, Ah, je- c'était très difficile à gérer. c'est très très difficile. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors voilà, cette année 2007 va être une année vraiment de bascule pour Miguel Cotto. Il y a ce combat-là contre Judas. Encore une fois, Madison Square Garden rempli. Il est définitivement sûr que Miguel Cotto est le king du Madison Square Garden là. Et donc, on va rester encore pour un autre méga fight, on l'a oublié, mais un autre méga fight en 2007, en novembre, au même endroit, Madison Square Garden, même ambiance. Et je vais mettre tout de suite l'affiche, tu vas la voir. Et voilà, contre Mosley. Donc vous imaginez l'année de Cotto en 2007. Hein. Tu prends Zab et tu te prends Shane. Voilà quoi. Hein. C'est pareil. Ça te met le niveau du bonhomme. Et donc, ça s'appelait Fast and Furious. Je trouve que c'était très très bien vu. Mosley, et là encore, prendre Mosley en 2007, c'est très très fort parce que Mosley, il est dans une renaissance à cette époque. Ouais. Et il a eu un creux, il a eu l'affaire, il y a eu l'affaire Balco, il y a eu un creux à partir de 2003 jusque 2006. 2006, il revient avec deux super combats contre Fernando Vargas. C'est lui qui plie la carrière de Vargas à ce moment-là. Il y a Collazo il a pris Collazo juste avant. Donc bien, fait une démonstration contre Collazo. Le Mosley en 2007. Et Mosley, c'est en termes techniques, on est sur du très 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 fort. Et donc voilà, va se passer un combat très compliqué pour Miguel Cotto, qui encore aujourd'hui, je l'ai regardé pour préparer l'émission, me Ouais. le suis rematé dans la nuit en tenant le bébé, je me suis fait une nuit Cotto Mosley. Encore à l'époque, je pensais la même chose et encore aujourd'hui, je crois que Miguel Cotto perd ce combat. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Alors, moi, ce que j'en pense déjà, c'est que, donc, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, là, Koto boxe en welter. Il a plus l'avantage physique qu'il avait auparavant, C'est parce vrai. qu'il était dans son jardin quand il boxait à 140 livres. Ouais, Il était, euh, il était vraiment un super léger qui c'est avait des avantages physiques sur tous ses adversaires. Là, c'est plus la même limonade à 147. C'est-à-dire, et Mosley se révèle d'ailleurs, lui qu'on croyait finalement plutôt taillé pour les légers ou les super légers, bah, Mosley, en fait, il est bonhomme en welter. Il est bonhomme, il a la puissance, il a en fait le châssis pour tenir, ouais, et il tape fort. Et ça se voit d'ailleurs dans l'attitude de Cotto. Parce que Cotto, il rentre pas dans la gueule. Il a très bien compris qu'il y a du répondant en face. Et c'est un combat qui est plus tactique que ce à quoi on peut s'attendre. C'est-à-dire que Cotto mise beaucoup sur son jab, il mise beaucoup sur son travail à distance, et c'est presque lui qui empêche Mosley de s'approcher plutôt que d'employer sa tactique habituelle. Il montre là encore qu'il a pas mal de cordes à son arc, et on sent qu'il a du respect pour la puissance de Mosley, et qu'il n'ira pas chercher la bagarre autant qu'il la cherchait en super léger. ouais, Voilà, donc le combat est super serré, tu l'as dit, et en particulier, c'est dans ce combat qu'on commence à apercevoir un des défauts de Cotto, il en faut, et c'est peut-être son principal défaut physique, c'est que parfois, son réservoir d'essence est un peu limité quand on arrive aux trois quarts d'un format championnat du monde. Hein, voilà, c'est pas le mec le plus endurant, surtout à partir des poids welter. voilà. C'est un type qui Parce que sort, Walter, hein. ouais, Voilà. C'est, voilà. Parce que déjà à l'époque, les Walters, c'est là où il faut être pour les money fights.
Ouais. Déjà à ce moment-là. Et donc, effectivement, comme tu dis, un problème de caisse, mais qui me fait dire que c'était plutôt naturel chez Koto, tu vois, qu'on n'était Ouais. pas sur de la limonade magique, parce que justement, il avait ce côté humain Ouais. à décélérer sur les championship rounds. Quoique, Mm. voilà, quoique, quel athlète quand Bon, même, ça reste un gaillard, ouais. on aimerait bien décélérer comme lui, vraiment. Et donc, ça passe. Alors, bon, pour moi, je pense qu'il a eu une décision maison. Voilà, mais Ouais, il est, dans il est les cas, Garden. voilà, mais Il est Garden, il est ch'ti. dans les carrières Hall of Famer, Mm. il y a beaucoup de Hall of Famer qui ont eu quand même une décision maison minimum dans leur carrière. Hein. Voilà, donc je trouve que ça arrivait. Ça aurait mérité une revanche qui n'a jamais eu lieu. C'est surtout ça. C'est surtout ça Ouais. parce que finalement, c'est un combat, je crois, que tu le mets, tu le mets 7-5 Koto, match nul ou 7-5 Mosley, bon, très bien, enfin, c'est disputé, Ouais. c'est compétitif jusqu'au bout. Ouais. C'est vrai que la revanche, elle a manqué. Voilà. Ah, la revanche a manqué. Mm. La revanche a manqué, et puis donc Miguel Cotto continue son bout de carrière. Il travaille, parce qu'il faut toujours aussi penser la boxe comme un impresario. Il faut penser la boxe sportivement, mais aussi en termes de business. Je vous dis souvent, mes pirates, la boxe c'est comme le cinéma. Le cinéma est un art, est une industrie. La boxe est un sport, est une industrie de l'entertainment. Donc Koto, il est très bien travaillé à l'époque. C'est par Top Rank, hein, si je m'abuse. Et donc il y a un lieu réservé à lui, c'est Madison Square Garden, mais il y a un deuxième lieu qu'il a extrêmement bien travaillé avec un autre public, c'est Atlantic City. Et donc il retourne à Atlantic City pour un combat, alors qui restera pas dans les mémoires, mais j'ai envie d'en reparler, un combat qui restera pas dans les mémoires, mais hop, on va le mettre tout de suite, voilà, contre Alfonso Gomez. Alors, ce combat-là, j'ai envie d'en reparler pour plusieurs choses. Déjà le lieu, parce que quelque part, en faisant ce combat-là, Koto et Top Rank ont l'idée de reprendre cette notion qu'avait Arturo Gatti. Arturo Gatti a arrêté sa carrière l'année précédente avec un dernier combat contre le même Gomez, Alfonso Gomez, qui avait fait le contender. Voilà. Et en fait, il travaille Koto comme le nouveau Arturo Gatti aussi à Atlantic City. Voilà. Donc voilà pourquoi les raisons de ce combat. Et ce combat en amènera un autre. J'y arrive plus tard. Donc Koto Gomez. Alors moi, je l'ai pris. C'est comment dire, non pas comme un rabibochage avec moi, mais et c'est faut pas dire ça parce qu'en plus c'est pas vrai, c'est pas que ça m'a fait plaisir cette victoire, mais c'était un peu une sorte de vengeance quand même de la défaite d'Arturo Gatti contre Gomez. Là il y a Koto qui lui roule, enfin qui lui roule dessus tout simplement, Alfonso Gomez, pour qui bah, j'ai quand même de la sympathie parce que ce mec là qui était un sea fighter, il a quand même, grâce au contender, il a quand même eu une petite carrière. Il a quand même été dans des belles réunions et tout. Et moi, j'aurais rêvé d'avoir la carrière d'Alfonso Gomez. Et, Au final, ils ont été deux à l'arrêter avant la limite. ouais. Il y a Cotto et Canelo. Hein. Ce qui est pas mal. Hein. C'est quand même un type voilà, qui a fait le job et en prenant pas mal d'adversaires tout à fait sérieux. Même trop sérieux pour lui. Même c'était presque dangereux, mais il l'a fait. Donc vraiment, moi, c'est des boxeurs qui finissent par être oubliés, mais qui étaient vraiment pas mal. Mais donc, il y a un écart de niveau qui se voit sur ce combat et tout. Et c'est presque ça. Enfin voilà, avec en plus un Cotto assez furieux sur ce combat où il veut véritablement. C'est un Mexicain, c'est un Mexicain Gomez, donc ça fait appel aussi à toute l'histoire, le storytelling autour des Mexicains et des Portoricains. Donc évidemment, Cotto s'est pas raté ce soir-là. Hein. Non. Et puis intéressant, c'est surtout la sous-carte. Parce que si vous voyez bien sur l'affiche, mes pirates, c'est un petit peu coupé, mais Cintron contre Margarito 2 a eu lieu dans la même soirée. Margarito contre Cintron, la revanche, parce que le premier combat avait été exceptionnel. Ouais. Et là,
la revanche, Margarito, il passe au travers. Hein. Il passe au travers et ça fait même très mal contre Kermit Citron qui était un beau boxeur. Vraiment, il y avait une belle boxe, vraiment très intéressant. Allez-y, regardez le début de carrière de Kermit Citron, c'était pas mal. Et donc il passe dessus et il en faut pas plus pour avoir le futur match-up qui va être peut-être le match-up de l'année 2008. Et on va le mettre tout de suite. Hop, je vais vous le mettre tout de suite. Cotto Margarito. Voilà. Alors là, on va devoir en parler beaucoup de ce combat. On va devoir en parler beaucoup, Pirate Antoine, de 130 livres. Mes pirates, suivez 130 livres. Parce que là, il faut s'attarder. On n'a pas le choix. On va se remettre dans le contexte. Le contexte, je vous ai expliqué. Le match-up est fait. Et ça va être le combat, n'oubliez pas, c'est le combat de l'année 2008, hein, en termes de match-up. C'est le combat, en tout cas, c'est le combat de l'été 2008. L'été 2008, c'était le combat principal de l'été. Tous les fans de boxe avaient les yeux sur cette date du 26 juillet 2008 et un combat. Et moi, c'est un combat que j'oublierai pas. De part sur la boxe, mais aussi, je m'en souviens très bien. Je suis allé dans un bar le voir. À l'époque, j'étais à Montréal et je voulais absolument le voir. J'étais entouré que de fans de boxe et c'était un combat qui nous a véritablement électrisés. Maintenant, on va en parler sportivement. Pirate Antoine, ce combat. C'était Margarito dont on savait qu'il était très dangereux puncher, mais c'est un combat, on oublie, mais les premiers rounds sont totalement survolés par Cotto, qui devient boxeur comme jamais il a été. Il bouge ça bouge bien, le jeu de jambes est super efficace, il vole, et je dirais même, il survole. Mais, les quelques fois où Margarito a réussi à toucher dans les 4 premiers rounds, c'est que quelques fois qu'il arrive à le toucher, on sent un impact. On sent que ça marque. Voilà. Et d'autant plus Cotto va refaire le boxeur pour tenir. Et le combat va devenir de plus en plus fou. Je te laisse en parler, Antoine. Alors, ce combat-là, il est très cruel. Il est très cruel parce que, comme tu l'as dit, Cotto fait une très belle démonstration. C'est un match-up intéressant parce que c'est deux boxeurs qui ont rien à voir. Bon, déjà, c'est le Mexicain contre le Portoricain, mais c'est aussi finalement donc Cotto qui a pas d'attribut physique exceptionnel en welter contre Margarito qui est quand même un freak. Parce que Margarito, il est très grand. Lui, pour le coup, a un super pouvoir qui est qu'il est extrêmement endurant. C'est un type qui peut continuer à balancer plein de coups dans un 12e round, ça lui posera jamais de problème. C'est un type qui a du punch, comme tu l'as dit, parce qu'il a un gros gabarit pour la catégorie des welter. Donc alors évidemment, il n'a pas la technique de Cotto. Mais sur ce combat-là, alors, il y a plusieurs facteurs, je pense que tu y reviendras, mais quand tu parles strictement boxe, déjà, voilà, il prend son mal en patience. On verra d'ailleurs, quelques années plus tard, Margarito se faire battre comme plâtre, l'expression est bien choisie, par Pacquiao, mais ce dont on a tendance ce qu'on a tendance à oublier sur ce combat, c'est que quand Margarito touche Pacquiao, même s'il se fait fumer la plupart du temps, il fait mal à Pacquiao. Mais là, contre Cotto, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au début, il mange gras, mais quand il gagne, c'est pas pour rien, que ce soit à la face ou au corps, il imprime. On sent que c'est potentiellement un combat qui peut se retourner. Et il se retourne dramatique. Tout à fait. Et il se retourne. Et on va dire à partir de mi-combat, il se retourne. Et là, rarement, j'ai vu des combats où j'avais l'impression de sentir la douleur de Cotto quand il recevait des coups. Et c'était vraiment hallucinant parce que je vous répète, Cotto est peut-être en termes pugilistiques dans sa plus belle boxe. Ouais. Ce soir-là, il est certainement dans sa plus belle boxe. Et ça marque. Et malheureusement, il se fait prendre dans les cordes plusieurs fois. Il essaye de bouger, mais il se fait prendre. Et on voit aussi un visage de Cotto qui, en 2 rounds,
est transformé. En 2 rounds, c'est chirurgie esthétique. Hein. Il se fait, il est méconnaissable. Ça va jusqu'au 11e. Et heureusement, il met un genou à terre d'épuisement. Heureusement, son coin l'arrête. Et je crois que on est passé près d'un accident. On est passé près d'un accident. Ça aurait pu, et c'est toujours beau de voir un coin qui fait son job, parce que c'était pas la mentalité de Cotto d'abandonner. Et alors, c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse importante. Regardez ce combat aussi, les Pirates, parce qu'il a lieu en 2008, et que c'est le combat, peut-être, alors, il y a beaucoup de débats sur la carrière de Mayweather. On dit que parfois, il a bien géré sa carrière parce qu'il a évité certains boxeurs quand il fallait pas les prendre. Ben, le Margarito de 2008 et le Cotto de 2008, c'était 2 bêtes particulièrement redoutables. Et, oui. Et effectivement, si c'était à refaire, j'aurais peut-être bien aimé voir Floyd les boxer eux. Voilà. Alors je suis pas un hater, je vais pas dire que Mayweather aurait perdu, etc. Je vais dire que c'était des bons match-ups. Voilà. Oui. Ouais, mais Mayweather aussi, il se serait mieux défendu aussi en termes de business, en termes de règles et en termes de gants, et on va y arriver parce que 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, quand donc le combat est passé, Cotto va mettre du temps à reboxer parce que il faut se remettre de ça, et il a été meurtri dans son intégrité physique, et ça met du temps à revenir. Donc c'est une première défaite. C'est une première défaite. Et donc Margarito apparaît comme ce monstre absolu, et Cotto a sa première défaite. Mais 6 mois plus tard, que va-t-il se passer? Margarito est donc en combat contre Shane Mosley, et l'entraîneur de Nazim Richardson, l'entraîneur de Shane Mosley, qui va dans le vestiaire de Margarito pendant les bandages, ça se fait toujours. Il y a toujours un délégué de chaque équipe qui va dans le vestiaire adverse pour être témoin. Il dit non, il se passe quelque chose sur les bandages. Il se passe quelque chose. Et ils vont découvrir, c'est documenté, c'est réel, c'est prouvé, voilà, il n'y a rien à dire, que Margarito et le coin de Margarito mettaient, alors je crois que c'est le soir de Mosley, ils ont trouvé des bouts de plastique. Les bouts de plastique dans les bandages, c'est-à-dire ils loadaient ses gants. C'est déjà arrivé dans le passé de l'histoire de la boxe, hein, ça crée des morts, hein, n'oublions pas. Et Margarito se fait donc attraper, et merci Shane Mosley et son équipe, il se fait attraper par la patrouille, tant mieux. Mais cette histoire va complètement nous faire repenser ce qui s'est passé 6 mois auparavant, pendant l'été 2008, dans Cotto contre Margarito. Et donc on se dit que bon, c'est presque évident. Et d'ailleurs, une photo presque qui prouve, Cotto a pris une photo a toujours dit plus tard, on en reparlera pour la revanche, mais il y a une photo de Margarito, les gants enlevés avec les bandages, où quand tu fais un gros zoom sur le bandage, tu vois que le bandage il est un peu zarbi, il est un peu bizarre, et donc il y a plus que fort à penser que les gants étaient loadés, ce qui explique aussi la réception des coups de Cotto et pourquoi il n'arrivait pas à gérer. Voilà, donc Cotto, dès ce moment-là, est une victime. C'est pas qu'il devient une victime, il a été une victime. Et là, je crois que pour son aura et pour sa légende, malheureusement, je pense qu'il s'en serait passé d'avoir subi une punition comme ça, mais pour sa légende et pour l'amour du public pour lui, ça va être quadruplé. L'amour du public pour lui va être quadruplé. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Effectivement, il y aura toujours un doute. Il y aura toujours. Alors moi, tu me connais, hein, bon, je suis fan des Portoricains en général et de Mikel Cotto en particulier. Ce que je crois quand même, c'est que de toute façon, Margarito est pas un très bon match-up pour Cotto. Pour ce qu'on a dit tout à l'heure sur leurs qualités respectives, et notamment cette histoire de caisse, d'endurance et de gabarit, qui fait que sur 12 rounds, un malabar comme Margarito pour Cotto, c'est pas simple. Bon, il y aura une revanche, on en parlera. Mais en tout cas, donc. Voilà, il faut pas oublier les qualités de Margarito derrière cette sombre histoire de tricherie, parce que Margarito, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, même s'il a pris extrêmement cher contre Pacquiao, a tenu les 12 rounds d'une part, et d'autre part, a fait mal à Pacquiao. Quand on revoit le combat, on s'en aperçoit. Ah non, mais attends,
Antoine, je suis d'accord avec toi. Dernièrement, tu sais, quand Pacquiao faisait son tour de presse pour le combat contre Broner, il y a Ouais, une ouais, ouais. interview que vous pouvez retrouver, je pourrais vous la retrouver, je la mettrai sur Facebook si vous voulez, les pirates. Il dit son combat le plus dur, ça a été contre Margarito, parce que ce soir-là, il est monté sur le ring à 148 livres, il pouvait pas faire plus que 148. Ouais, Voilà. il a boxé en mouche, hein, quand même, le gars. Donc. Hein, c'est fou. Et il disait chaque coup de Margarito, j'ai eu mal. Il le dit, hein, Pacquiao lui-même le dit. Ouais. Voilà. Et ce soir-là, c'est sûr que les gants n'étaient pas loadés de Margarito parce que tout le monde le surveillait plus que 2 fois. Donc voilà. Pour revenir à Miguel Cotto, donc il revient difficilement parce il a tellement été marqué. C'est pour ça aussi mes pirates. Je vous disais dernièrement, on parlait du combat Anthony Ward contre Kovalev. Je vous disais que moi je voulais absolument qu'il se fasse arrêter avant le dernier round final parce que des combats comme ça marque et tu n'es plus le même. Et pour Miguel Cotto, il n'a plus été le même pendant très très longtemps. Il revient tranquillement en 2009, en février 2009, donc il laisse passer plus de 6 mois. Et moi, j'aurais laissé passer un an. Mais contre un mec comme Michael Jennings au Madison Square Garden, il gagne, mais tu sens que c'est un peu laborieux. Après, il prend un combat encore pour se refaire, mais alors franchement, pas facile, parce que pour te refaire, tu prends Clotet, excuse-moi. Ouais. Joshua Clotet, l'Africain, qui est un dur au mal. Et là encore, il gagne par split décision. C'est parce qu'il était dans le dur encore Cotto, il était dans le dur et donc on en novembre 2009, donc tu vois le temps est pas est-il redevenu lui-même, je ne pense pas, et il affronte dans un méga fight à Las Vegas, et ben il va affronter, je vous le mets tout de suite, Pacquiao dans un méga fight et un combat sublime, encore une fois, qu'il va perdre. Pacquiao, j'ai l'impression qu'il était à son prime. Ouais. 2009, c'est son prime. J'ai l'impression, le combat où j'ai l'impression que Pacquiao est son prime, c'est contre David Diaz, selon moi, qui a un an avant, mais en 2009, il est toujours à son prime, il est largement au-dessus. Alors, la petite histoire aussi, c'est qu'on oublie trop souvent que Pacquiao avait imposé le catchweight pour ce combat. Ouais. Le catchweight. Alors, pour Cotto, ça a été encore une fois très dur parce que moi j'ai l'impression qu'il arrive aussi un peu déshydraté et que ça se voit. Et donc encore un combat qui meurtrit, mais un combat où Cotto reste Cotto, il essaye, mais là il va se faire dépasser et pour une punition sur les derniers rounds. Qu'est-ce que tu en penses, Pirate Antoine? C'est un combat très simple. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs années à ce moment-là que Cotto boxe en welter. Donc effectivement, il est bien installé à 147 et mine de rien, 2 livres, c'est pas évident. C'est pas rien, c'est pas anodin. Bon. Donc ça avantage Pacquiao, mais c'est de bonne guerre entre guillemets parce que c'était Pacquiao la superstar. Comme tu l'as remarqué très justement, Pacquiao est à son plafond. C'est-à-dire que c'est un type qui a gardé de la puissance. C'est d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, avant très longtemps le dernier KO qui passe en welter, parce qu'après Pacquiao on devient un type qui a un peu de mal en welter à finir ses adversaires. Mais là il est à son maximum et Cotto décide d'y aller dans les premiers rounds à la portoricaine, c'est-à-dire que à la portoricaine en tout cas. Dans son arsenal, il a plusieurs tactiques disponibles. Il aurait pu tenter de miser sur son allonge pour tenir Pacquiao à distance. Il y va plutôt franchement. Il veut l'épreuve de force. Il doit se dire d'ailleurs, et à raison, que Pacquiao est un plus petit bonhomme, et donc peut-être que à un moment donné, ça va rigoler pour lui, qui est plus grand. Les 2 premiers rounds sont extrêmement intenses. À toi, à moi, c'est terrible. C'est une vraie épreuve de force, c'est magnifique. Alors ce qui est presque effrayant quand on revoit le combat, c'est que Pacquiao rigole limite quand il en prend dans la gueule. On a l'impression qu'il peut pas être plus heureux qu'à ce moment-là, alors que c'est effrayant ce qu'il prend et ce qu'il donne. Et c'est Cotto qui craque le premier. Il est mis à terre une première fois au 3e round, si je ne dis pas de bêtises. La bagarre continue franchement au 3e et au 4e. Et après, pour Cotto, c'est fini. Enfin, c'est fini. Ouais. Il va survivre.
mais la messe est dite au fond. Il survivra jusqu'au 11e, mais il a craqué, il est tombé sur plus fort que lui, et ça on le sait avant la mi-combat. Ouais. Ouais, et puis il y a ce Koto qui après va devenir le Koto traditionnel pour cette fin de carrière, le Koto qui est bien, qui bouge, mais qui est comme ça, qui est bien, qui bouge et qui essaye de venir. On ne retrouvera jamais, c'est ça, c'est mon petit regret, ce Koto boxeur, si on le retrouvera une fois. Je me trompe, mais on le retrouvera pas assez. On le retrouvera, vraiment à mes yeux, on le retrouvera pas assez. Ce Koto sublime boxeur des premiers rounds contre Margarito. Moi, j'aurais aussi peut-être voulu le voir. Et puis, en étant un petit peu mauvaise, non pas mauvaise langue, mais en disant les choses telles qu'elles sont, parce qu'on oublie trop souvent, parce qu'on parle de l'histoire des combats, on vous remet en contexte mes pirates, mais aussi n'oubliez pas que ces périodes-là, c'est une période où avec Floyd Mayweather, déjà on parle du méga fight Mayweather Pacquiao et que ça ne se fait pas, mais cette époque-là, c'est une époque aussi où Pacquiao fait ce qu'il veut. Il impose le catchweight à un homme qui sait très bien que ça va le désavantager fortement, qu'Otto accepte, mais aussi il n'y a pas eu de test antidopage pour ce combat. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas, à l'époque, Monsieur Pacquiao avait peur des seringues. Ouais, il avait une peur des seringues, il ne pouvait pas faire de test antidopage. Voilà. Il pouvait se tatouer, mais pas faire de test antidopage. Voilà, il était tatoué, mais pas test antidopage, c'était pas possible. Bon, ce qui n'enlève rien à la légende de Manny Pacquiao. Vous savez que voilà, Manny Pacquiao, on en a parlé dernièrement dans mes vidéos. J'ai assez parlé de lui pour vous dire à quel point je le respecte, mais faut le dire quand même. Il faut le dire. Miguel, c'est sûr. Et qui a été victime de ça, c'est Miguel Cotto. Miguel Cotto a souvent été une victime de la boxe, légitimement. Voilà, c'est pas peu de le dire. C'est pas peu de le dire. Et donc combat absolument à voir, mais comprenez bien c'est un combat où on n'a pas eu le grand Miguel Cotto face à Pacquiao et que plein de conditions font que ce combat était quelque part gagné d'avance. Voilà. Alors, ce combat, c'est un combat dur, il faut se refaire. Et un combat va arriver pour Miguel Cotto, il faut qu'il se refasse. Et d'ailleurs, je crois que c'est un combat qui se fait en super Walter pour vous dire que on laisse du temps à Miguel Cotto et il gonfle un peu et tout ça. Il va prendre un boxeur qui est vraiment plus à sa portée, mais on va en parler quand même de ce combat parce que, encore une fois, ça vous montre l'importance de Miguel Cotto dans le boxing business. Ce combat, il arrive donc presque 9 mois après Pacquiao Cotto, pendant l'été 2010, si je ne me trompe, à New York. Je vous le mets tout de suite. Voilà, Cotto Foreman. Cotto contre Yuri Foreman, boxeur de New York aussi. Et là encore, c'est pour vous montrer à quel point Cotto était important. Combat à New York, match-up fait spécialement encore une fois pour les New-Yorkais, la communauté portoricaine, la communauté juive de New York pour Yuri Foreman. Donc, et ils font ça, excusez du peu, messieurs, dames, si vous connaissez New York, là vous allez comprendre le truc, ils font ça dans le nouveau Yankee Stadium. Les Yankees ont un nouveau stade, l'ancien Yankee Stadium, et ils arrêtent ça, ils font un nouveau plus moderne, et qu'est-ce qu'ils font pour commencer le stade? Combat de Miguel Cotto. Et alors le stade n'était pas totalement rempli, mais ils t'ont tapé le 40 000 tranquille. Ils t'ont tapé le 40 000 tranquille. Ça, c'est Miguel Cotto, c'est le king de New York. Et New York, en l'histoire de la boxe, c'est pas rien. C'est le king de New York pendant, presque 20 ans. Voilà. Et ça, c'est énorme. Donc ce combat-là, il le domine. Il y a un niveau d'écart entre les deux. En plus, Foreman est un peu blessé à la jambe, au genou. Bref, ça craque complètement du côté de Foreman. L'arbitre Mercante Junior est là, superbe arbitre, qui fait très rare en boxe, alors que tout le monde croit qu'il arrête Foreman. Il recommence le combat parce que Foreman lui dit je peux recontinuer, donc il recommence le combat alors qu'il a été arrêté, mais pour être arrêté un peu plus tard. Donc voilà, Cotto se refait la main devant son public, en montrant que quand même le nom Cotto c'est lourd, ça vaut toujours quelque chose. Et
Là, ça sera son seul combat de 2010. Là, il choisit de vraiment souffler et on ne le reverra qu'en 2011. On ne le reverra qu'en 2011 à Las Vegas. Voilà. Alors, je te montre tout de suite ce combat parce que c'est un combat aussi un petit peu oublié. Mais si t'es un pirate de la boxe ou si t'es un lecteur de 130 livres, c'est un combat que tu dois connaître, que tu dois revoir. C'est ce combat-là contre Mayorga. Avec un très bon titre, Relentless. Alors, ce combat-là, Mayorga, on avait beau croire que bon, c'est un illuminé qui, on sait même pas s'il s'entraînait correctement, clopper invétéré, avec plein de défaites. Mais Mayorga, il a toujours, enfin pas toujours, mais souvent, il a proposé des combats durs, des combats très très durs. Et on oublie. Et Cotto se retrouve dans un combat pas facile. Antoine. Alors, pour être clair, quand on voit les cartes, effectivement, Cotto est devant au point quand l'arbitre arrête le combat, Cotto est devant. Ouais. Mais c'est vrai que Mayorga, voilà, pour un boxeur comme Cotto qui les années précédentes a quand même pris des roustes très durs, on l'a dit, contre Margarito puis contre Pacquiao, donc un boxeur qui a été éprouvé, qui commence à avoir du kilométrage. Mayorga, faut quand même se le fader, parce que c'est un type dur, c'est un type qui a un menton, c'est un type qui tape fort, c'est en plus un peu un chambreur, beaucoup un chambreur. Donc c'est un type un peu énervant sur un ring, on va Tout dire à fait. ça. Bon. Et donc ouais, c'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau, et c'est un boxeur. Bon, heureusement Cotto fait le job, mais c'est vrai que paradoxalement, tu as parlé tout à l'heure de Yuri Foreman. Yuri Foreman, c'était un boxeur invaincu, c'était bon, mais qui Marguerite, enfin quand il se présente sur le ring face à Cotto, Mayorga n'a pas un aussi beau record, mais il a affronté des mecs plus durs. Et c'est un combat qui est beaucoup plus compliqué pour Cotto, parce qu'effectivement, c'est un bagarreur. C'est pas un type qui est vraiment là pour gagner au point, encore qu'il a quand même battu Vernon Forrest au point une fois, mais c'est un type qui est là pour se battre, qui adore ça. Et ça pourrait être Mayorga, un personnage. Imaginez une série télé qui se passe dans une prison avec des types un peu durs, etc. Un modèle de bandit latino, etc. Ça c'est Mayorga. Ah ouais, non, mais Mayorga, je pense que sportivement, il était sérieux contre Vernon Forrest. Après, bon, il a un bon round seulement contre Oscar de la Hoya en 2006, mais après, voilà, et tout. Mais n'oubliez pas qu'il proposait un fight. Il proposé un fight. Alors, il s'est fait arrêter. Et il s'est fait arrêter des KO spectaculaires. Il s'est souvent fait arrêter. Mais il faut pas oublier ce qui s'est passé avant les KO. Regardez son combat contre Félix Trinidad. C'est spectaculaire. C'est extrêmement spectaculaire ce qu'il propose ces 4 rounds, mais c'est de la dinguerie, comme disent les jeunes. Regardez ce qu'il propose contre Mosley. C'est compliqué, hein. C'est compliqué avant que Mosley arrive à le finir dans les dernières secondes. Donc Mayorga, c'était quelque chose, et ça proposait des échanges vraiment très excitants dans ce combat. Et Cotto revient, et puis dans son domaine, dans son jardin. Excuse-moi, oui, vas-y Antoine. J'en prie. Alors, juste pour rester sur Mayorga, c'est 2 secondes, mais c'est un truc intéressant à mon avis à savoir sur Cotto. Cotto, quand vous regardez sa tête, c'est un méchant. Il a l'œil noir, c'est un tatoué, il a le crâne rasé, etc. Bon, il a tout du physique du méchant. Et en fait, Cotto, c'est un père de famille tout à fait rangé. C'est un mec c'est pas du tout un connard, entre guillemets, comme peuvent l'être certains boxeurs portoricains ou comme pouvait l'être un type comme Mayorga. Il y a un contraste hyper saisissant entre l'image véhiculée par Cotto quand on ne le connaît pas et ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire un type sérieux. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles les fans aussi l'ont autant aimé en tant que boxeur, c'est parce qu'ils savaient que Cotto, c'était un type solide, un type bien sur ses appuis, et pas un type fantasque, pas une grande bouche, pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a toujours respecté la boxe, le public, et c'est pas quelque chose qui apparaît très clairement quand on voit son physique de bad boy dans une série américaine. Cotto, c'était pas ça. Non, Cotto, c'est pas ça. Carré. Ah, mais Cotto, moi, on se sentait, je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite. On se sentait proche de Cotto. Moi, on sent, même si on l'a jamais rencontré, etc. Mais ce qu'il
transparaissait de lui et on se sentait proche. Bon, un homme plutôt tourné famille, hein, il a beaucoup d'enfants et tout, avec la même femme depuis toujours. D'ailleurs, qui avait des tenues très spectaculaires les soirs de combat, mais ça c'est il est toujours resté fidèle en amitié, Koto. Et puis il avait des choses aussi qui parlent beaucoup à nous immigrés en Amérique du Nord. C'est que Koto, il aurait pu, faut que vous compreniez, c'est que Koto, il aurait pu faire sa carrière en ne faisant pas d'efforts. C'est-à-dire en parlant espagnol, en faisant pas d'efforts, et voilà. Mais Koto, il a fait des efforts qui ont vraiment touché le public et tous les publics. C'est cette volonté de parler anglais. C'est une langue qu'il a appris pour sa carrière. Hein. C'est pas une langue qu'il apprend à l'école. Hein. C'est pas une langue qu'il apprend même adolescent. C'est une langue qu'il apprend adulte parce que il veut parler anglais et il met un point d'honneur à toutes ses interviews à parler anglais et tout ça. Et moi, je pense que c'est un petit détail. Hein. On se dit, ouais, qu'est-ce que tu racontes, Captain? C'est un petit détail. Moi, je te dis, quand il est sur HBO et tout ça, déjà, il a eu dans la poche, en faisant ça, il a eu dans la poche les Max Kellerman, les Jim Lampley et tout ça, qui déjà, ils appréciaient ça, tu vois. Ils appréciaient. Et les portoricains de New York, ils appréciaient aussi ça. Et je vais te dire, tous les fans de boxe, on appréciait ça. Il y en a deux qui ont fait cet effort que beaucoup ne font pas, c'est Manny Pacquiao et Miguel Cotto. Manny Pacquiao et Miguel Cotto. Il y en a d'autres. Canelo, excusez-moi, mais Canelo, il parle anglais. Hein. Je vous le dis, Canelo, il parle anglais, il vit à San Diego, il parle anglais, il comprend très très bien l'anglais et tout ça. Mais Canelo, il fera jamais l'effort. Il fera jamais l'effort, voilà. Et Cotto, lui, il était dans une autre démarche. Donc, quand il fallait faire des efforts, que ça soit sur le plan de la boxe ou que ça soit sur le plan médiatique, il était toujours partant pour faire des efforts et ça, les gens appréciaient énormément. Ouais. Appréciaient énormément et donc Cotto, donc il revient, mais là, bon, un combat, j'ai rarement vu un combat à sens unique dans l'esprit des fans. Le monde entier était avec lui parce que va arriver dans son jardin va arriver le combat qu'on en attend tous, c'est la revanche. Cotto Margarito 2 arrive en 2011 et là c'est très mauvais d'avoir ce genre de pensée en boxe parce que là, you don't play boxing. D'accord, la boxe, tu joues pas à la boxe. C'est extrêmement dangereux. Mais il faut bien l'avouer, s'il y a un combat dans l'histoire de la boxe où on voulait notre vengeance, c'est celui-là. Cotto Margarito 2, vengeance, soir de vengeance. Et Pirate Antoine, toi, comment tu l'as vécu ce combat? Avec une certaine crainte quand même, parce que le match-up est pas si bon que ça, parce qu'on sait très bien que Cotto a du kilométrage, parce que il peut gâcher la fête, le grand. Là. C'est une possibilité. Enfin, même si Pacquiao lui est passé dessus, même s'il a été blessé assez gravement, même si ça reste quand même Tony Margarito, et donc même dans l'antre de Cotto, il y a une crainte, il y a un fond d'inquiétude. Au fond, les combats se ressemblent. Les deux combats se ressemblent parce qu'effectivement, Cotto démarre plus vite que Margarito, c'est clair. Il lui en met plein, c'est clair. Mais je crois que heureusement, finalement, que le visage de Margarito tient pas la route. Parce que Margarito, physiquement, aurait pu continuer au-delà de son arrêt. Enfin, il avait la caisse pour ça. Il est arrêté par l'arbitre parce qu'il ressemble à un foie de veau un peu gonflé, quoi. Il perd certainement un œil ce soir-là. Mais lui, on voulait encore. Et inversement, Cotto, parce qu'on était quand même au 8-9e round, mais Cotto commençait, enfin, il était temps que ça s'arrête. Il était temps que ça finisse parce que il y aura pu y avoir deux drames, c'est-à-dire les deux mecs très très grièvement blessés ce soir-là. Donc il était vraiment temps que le combat cesse. Ouais, alors tout à fait, je suis d'accord avec toi, il fallait que ça cesse, mais en même temps, dans la perspective de Cotto, moi je reste fortement impressionné parce que dans ce combat-là, finalement, ce qu'il fait gagner, c'est aussi son sang-froid. Parce que il arrive à se détacher de son émotion.
Parce que Koto voulait vraiment sa vengeance. Hein. Attention, Ouais. Koto, il y va pour faire mal. Hein. C'était une histoire, c'était à la vie, à la mort, ce combat. Hein. Il y allait pour faire mal. Et en même temps, dans le combat, il a été pur boxeur, Osé, ouais. complètement posé, détaché de ses émotions, qui ne... Et Margarito devient sans ressources parce que le mec en face de lui, alors qu'il essaye de le faire craquer, tu sais, il joue au méchant. Fait, hein, tu te souviens de ce que je t'ai fait? Tu te souviens de ce que je t'ai fait? Et tout. Et Koto reste boxeur. Et en restant boxeur, c'est un combat à voir, surtout pour des jeunes boxeurs, indépendamment de l'émotion qui entoure ce combat. L'accuracy de Koto sur ce combat est extraordinaire. Si vous voulez voir des super shots, un coup d'œil, vraiment, c'est véritablement, moi je trouve techniquement, c'est des superbes ouvertures. Enfin, le mec voit les ouvertures et ça travaille bien. Et moi j'étais vraiment content parce que je retrouvais mon Koto boxeur. On a notre victoire. Bref, au Madison Square Garden, je te raconte pas l'ambiance, hein, parce que faut comprendre encore une fois, j'insiste là-dessus, mais faut comprendre. T'as toute la communauté portoricaine qui est au Madison Square Garden et qui, elle, veut sa vengeance. Hein. C'est pas, ils sont là, ils le veulent et ils l'ont. Et techniquement, c'est très impressionnant. Et en faisant ça, eh ben Miguel Cotto, ça s'offre, on ne le sait pas encore, mais dès ce soir-là, il s'offre le Big Money Fight. Tu es d'accord avec moi, Antoine? Ah, Hein, le combat qui va suivre, le Big Money Fight, le combat que tout le monde, à l'époque, tout le monde volait. Je vais vous le mettre, mes pirates. Attention, je vous le mets tout de suite. Tadam! Pretty Boy, Money, Mayweather. C'était pas encore Money, c'est encore Pretty Boy, je me souviens plus. Mais c'est la transition. c'était dans la transition. Donc on est en 2012 pour le combat pay-per-view, enfin bref, Vegas, Mayweather Cotto, un combat véritablement intéressant. Et j'ai envie de vous dire aussi un combat qui ouvre enfin qui c'était déjà ouvert avant au combat précédent, mais j'ai envie de dire la période cubaine de Cotto avec son entraîneur cubain de l'époque. Voilà, donc Mayweather Cotto, je te laisse en parler Antoine. C'est un merveilleux combat. Voilà. C'est un des reproches qu'on fait parfois à Floyd, c'est finalement d'avoir enchaîné des combats où il était tellement en contrôle et en maîtrise que on se faisait un peu chier, si on parle pour parler un peu trivialement. Contre Cotto, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Alors pour autant, c'est un combat qui se passe chez Floyd parce que c'est à Vegas, mais Cotto va le chercher. Il décide d'y aller à l'ancienne. Il cherche pas à boxer Floyd. Et il a raison de ne pas chercher à boxer Floyd. C'est idiot parce que on fait pas le scrim de points contre Mayweather. Si on veut essayer de gagner, il faut lui amener le combat. Il faut lui amener le combat durement. Et il va pousser Floyd à produire un de ses chefs-d'œuvre, un de ses meilleurs combats où il montre qu'il a des tripes, où il montre que dans le clinch il est là, où il montre que voilà, dans les trois distances de la boxe c'est un cador, en particulier à mes distances et de près. Et là encore, Cotto souffrira un peu de son manque de caisse. Là encore, Cotto montrera aussi que physiquement, il n'est plus tout à fait ce qu'il était en 2008. Et ça reste donc un regret de ne pas avoir vu Mayweather boxer ce Cotto-là. Néanmoins, c'est un combat, je crois, et vu ce qu'est devenu ensuite Mayweather, vu la mystique autour de ses 50 victoires et 0 défaites, je crois que c'est une défaite pour laquelle les fans ont beaucoup de respect pour Cotto et qui a plus compté pour lui que certaines de ses victoires. Ah ouais. Parce que c'est un magnifique combat. Ouais. Voilà, et comme tu dis, un grand Cotto qui rend encore plus grand Mayweather. Qui rend encore plus grand Mayweather parce que faut te le gérer le Cotto. Faut le gérer et il est géré. Parce que tu regardes le combat, qui domine le rythme, qui impose le rythme, ce rythme un peu ce faux rythme finalement, le faux rythme perpétuel qui avantage Mayweather. On est dans du grand art, j'ai même pas envie de dire art, mais on est dans la grande philosophie pugilistique là sur ce combat. Ça faut le comprendre. Hein, c'est voilà, c'est
Et bref, finalement, merci Miguel de proposer dans cette période-là de Mayweather un combat un peu à la dure, Ouais. un combat qui revalorise aussi la carrière de Mayweather à ce moment-là, parce que bon, on oublie déjà que Mayweather avait eu des combats durs par le passé, mais là il est dans une période où les combats se ressemblent tous un petit peu, où on est tous un petit peu frustrés par ce qu'il donne. Et là, enfin vraiment, les dieux de la boxe nous rappellent à quel point ils étaient bons ces deux-là. Et Ouais. comme tu dis, si seulement le Cotto de 2008 pré Margarito avait affronté Mayweather à cette époque-là, on sait pas, on sait pas, on ne sait pas. Et donc, Miguel il perd, mais il est refait, comme on dit, il lose the fight, but he win the night. Hein, il a gagné la soirée. Il a perdu le combat, mais il a gagné la soirée pour tous les fans. Alors voilà. Et donc sa carrière continue. Elle a continué chez les Super Walter. Alors là véritablement, bon, Cotto vieillit. Cotto, c'est sûr que les limites de poids, ça devient plus compliqué. Il passe chez les Super Walter. Je ne sais pas si les Super Walter, à ce moment-là, ça lui a fait du bien ou pas, mais le combat suivant, on va tout de suite le chercher. Le combat suivant revient dans son jardin du Madison Square Garden. Hein. Vous avez bien compris qu'est-ce que c'était son jardin. Mais voilà, Cotto contre Trout. C'est son combat suivant qui arrive en décembre, c'est-à-dire 6 mois plus tard, il arrive Cotto contre Trout pour, le pense-t-il, prendre une nouvelle ceinture dans une nouvelle catégorie. Même s'il a déjà compétitionné parfois en Super Welter, c'est pour la ceinture WBA contre un Austin Trout et presque inconnu à l'époque, hein, le Austin Trout, faut bien reconnaître. Et là, il tombe sur un os. Parce que malheureusement, il tombe peut-être sur le meilleur Austin Trout possible d'avoir ce soir-là. Et c'est peut-être le meilleur combat en carrière de Austin Trout et de loin. Il a fait un beau combat contre Canelo l'année suivante, mais en 2012, là, il fait un super combat. Si vous êtes gaucher, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce combat. Et peut-être un Miguel Cotto, comme tu le dis souvent, qui est dans le dur, qui est véritablement dans le dur et qui, comme on dit au hockey au Canada, qui tire de l'arrière presque dès le début, quoi. Tu vois. Voilà. Il a tout donné. Alors bon, même si c'est pas le lendemain, hein, c'est 6 mois plus tard, mais il a donné beaucoup dans le rematch contre Margarito, dans le combat contre Floyd. Il a donné beaucoup. Ouais. Peut-être qu'il s'attend justement de retour au Madison. Peut-être que psychologiquement il se dit bon, ce sera facile. Bon, c'est même si c'est pas un type qui balance ses combats évidemment. Mais je pense alors ce que va confirmer ce combat contre Trout, outre le fait que Cotto est bien passé à côté, c'est quand même une dimension du personnage qu'il faut pas oublier, hein, parce que c'est un type qu'on aime, c'est un type dont on se sent proche, mais c'est un mauvais perdant, Miguel. C'est un mauvais perdant. C'est-à-dire que il rouspète. Il rouspète à la fin du combat contre Floyd, et à la fin du combat contre Trout, il rouspète aussi. Il est pas content de la décision, il dit que tout le monde sait qu'il a vraiment gagné le combat, etc. Taratata. Il n'a pas fait un très bon combat. Ouais. Après, les Américains disent, et tu le sais mieux que moi, show me a good loser and I'll show you a loser. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est bien d'avoir une mentalité, c'est bien de détester la défaite. Ben, Miguel, il la détestait, la défaite, hein. Il n'était pas très bon joueur. Voilà, il était pas très bien, ouais. D'ailleurs, il le prenait d'autant mal que ça se passait dans son jardin. Aussi. Ouais, mais véritable douche froide. Ça, c'est vraiment le combat douche froide. Tu vois? On reste sur un bon sentiment. Il a perdu contre Floyd, mais c'est pas grave, on reste sur un super bon sentiment. Et puis là, perdre contre Trout, douche froide, inattendue. Et puis Austin, voilà, il a sa grande victoire. Il aura jamais mieux Austin contre Miguel. Véritable douche froide. Alors on se dit merde, là, qu'est-ce qui se passe? Il faut se réinventer. 2 défaites de suite. Il faut se réinventer. Il a sa période cubaine avec son entraîneur cubain. Je pense qu'elle doit s'arrêter et il va se réinventer. Il va se réinventer avec une renaissance, avec un nouvel entraîneur, lequel, Freddie Roach. Voilà, pour la dernière période de sa carrière, une véritable renaissance. Et il le dira lui-même, Miguel Cotto va vivre une véritable renaissance avec Freddie Roach. Et ils enchaînent avec un combat où là, tu te dis, renaissance directement, ça marquera pas l'histoire, ce combat, ça marquera pas l'histoire, mais c'est contre l'Australien, Girl.
contre l'Australien Gale, pas au Madison mais au Barclays Center, voilà où il va arrêter cet Australien qui affrontera aussi Triple G. Il affrontera quelqu'un d'autre, je me souviens plus aussi, mais il a dans son palmarès quelques noms. Voilà, mais un Miguel Cotto offensif, un peu à l'ancienne, comme il était un peu à son tout début de carrière à Porto Rico. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais voilà, renaissance auquel presque on ne croyait plus. Ben, c'est vrai que, alors, Gil, au-delà d'un doute, il le boxe avant ou après Martinez? Enfin bon, en tout cas, c'est cette époque-là. Avant. On va en parler, on va en parler. Parce que, alors, en fait, à l'époque, la question qui se pose, effectivement, sur Cotto, c'est, le mec vient à la base des super légers. Bon, là, il monte quand même en moyen, au fil du temps. On sait très bien que déjà, en welter, il avait plus son avantage physique. Qu'en super welter, bah, c'était encore... Et là, donc, on se demande si c'est pas, si ça va pas être un nain chez les moyens. En tout cas, c'est vraiment la question que je me posais moi. C'est-à-dire, contre des types un peu sérieux, est-ce que ça allait tenir physiquement? Est-ce qu'il allait pas souffrir d'un déficit de punch, d'un déficit de menton? Voilà, donc des vraies questions, des questions importantes là-dessus. Et effectivement, un combat contre Daniel Gill qui était... alors il s'était fait fumer par Golovkin, mais c'était quand même un vrai poids moyen, un type qui était capable de tenir à un niveau mondial correctement. Bon. Top 10, top 20, top 25, voilà quoi. Ouais. Et Cotto montre, et ça c'est très impressionnant, que il est toujours aussi bon techniquement, il est toujours aussi précis, il a un punch respectable, en moyen, respectable, et il se déplace très bien. Donc il trouve les angles, et donc il comprend rien. Sur ce combat, il comprend rien du tout. C'est presque embarrassant pour lui, tellement Cotto le fume. Ouais. Et ça montre bien l'effet positif de Roach. Roach, c'est pas un sorcier défensif, c'est pas un boxeur qui va faire de ses, enfin c'est pas un coach qui fera de ses boxeurs des stars de l'esquive, etc., etc. Non, mais pour prendre un boxeur offensif, lui redonner confiance en lui, et le remettre en marche avant, ça marche bien. C'est parfait. Et on le voit bien contre Gill. Exactement, tout à fait. Quand il prend un boxeur, comme tu l'as dit, un boxeur offensif, Freddy Roach, il y a un type de boxeur où ça fonctionne, la mayonnaise prend. C'est le boxeur offensif qui revient aux fondamentaux, qui revient aussi à avoir de la caisse. T'as tout à fait raison. C'est d'ailleurs pour ça que ça a aussi autant bien marché avec Manny Pacquiao. Voilà, donc renaissance et on va dire certainement la grande victoire référence de fin de carrière pour Miguel Cotto, impressionnante. On le met tout de suite contre Sergio Martinez. Contre Sergio Martinez, n'oubliez pas, Sergio Martinez, ça a été quelqu'un quand même. Ça a été quelqu'un chez les moyens. Ça a été un putain de champion. Ça a été véritablement un champion. Allez revoir ces combats extraordinaires contre Paul Williams. Véritablement. Il a, à cette époque-là, ôte-moi un doute, à cette époque-là, il avait fait ce combat fou contre le fils Chavez. Oui. Il avait ce combat fou contre le fils Chavez qui, sur le dernier round, il passe à 2 doigts de la correctionnelle, mais n'oubliez pas les 11 rounds précédents. C'est une leçon. C'est une leçon de boxe, hein, parce que le mec était grand boxeur. On oublie aussi de souvent de dire que ça frappait aussi avec Sergio Martinez, hein. Pas qu'un peu. Une patte gauche fulgurante. On est bien d'accord. Paul Williams s'en souvient encore. Mais Miguel Cotto, il va juste. Alors, était-il déjà? Il était forcément sur le déclin déjà, Martinez. Je pense qu'il est aussi monté blessé sur le ring. Parce qu'il avait un strapping au genou, c'est ça. Hein, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils avaient pas tout dit, comme ça arrive parfois dans la boxe. Un boxeur monte blessé parce que tu ne peux pas reporter le combat, parce que les intérêts financiers sont trop lourds, sont à gérer. Donc, je pense qu'il est pas monté comme il faut. Et pour ça, il va pas avoir de match. Il va pas avoir de combat. Qu'est-ce que t'en penses, Pirate Antoine? Le premier round dit tout. C'est-à-dire que quand on met un adversaire au tapis par 3 fois dans un premier round, soit il se passe un truc incroyable, c'est que le mec c'est Juan Manuel Marquez et qu'il est capable de repartir. Ça c'est arrivé contre Pacquiao. Soit le mec est juste humain et comme tu l'as dit, un peu vieux, et c'était le cas de Sergio.
Ouais. Et dans ce Ah cas, ouais, parce qu'il est sur ses 40 ans, là. Hein, c'est un chemin de croix. Voilà, il est vieux. Alors, bon, il a de beaux restes, mais évidemment, face à lui, il a ce coteau remonté comme un coucou suisse dont on a parlé, c'est-à-dire un coteau qui s'est bien refait la cerise, qui psychologiquement en veut, qui est bien préparé, que Roach a regonflé à bloc, et donc il n'y a pas de combat. Et le grand mérite de Sergio, après avoir quand même été au tapis 3 fois dans le premier round, c'est d'avoir tenu jusqu'au 10e. Je crois qu'il est arrêté au 10e, et il a mangé gras. Hein. Enfin, franchement, c'est un départ en retraite un peu difficile. Ouais, un peu oui, c'est vrai, tout à fait. Et il aurait mérité une sortie plus valorisante parce que ça fait oublier, c'est le genre de sortie qui te fait oublier à quel point c'était un grand champion. Tout à fait. Et donc, bon là, domination totale, voilà, il prend la ceinture de Martinez, domination totale. Et donc, et c'est quand même fou, parce que Cotto est officiellement un vétéran lui aussi, mais va avoir le boxing business, c'est ça qui est tu n'es jamais mort pour le boxing business jusqu'au temps que t'as pas les pieds, enfin t'es pas 6 pieds sous terre, tu n'es jamais mort pour le boxing business. Et donc Miguel Cotto va avoir encore un big money fight qui va arriver, voilà, qui va arriver en 2015, année importante, hein, année importante parce que va arriver pour Miguel Cotto son combat contre, hop, je vous le mets là, contre Canelo. Alors, on est en 2015. Canelo a maturé, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est proprement français, mais a maturé depuis sa défaite contre Mayweather. Il est aussi la nouvelle figure de la boxe, définitivement. C'est le mec qui va devenir cette figure pour le boxing business ultra importante. On est dans une année 2015 qui a été extrêmement décevante à cause de ce combat du siècle qui a été contre-productif au possible. Voilà. Et donc arrive ce Cotto Canelo qui est, il faut se souvenir, hein, c'est pas si loin que ça en 2015. Mais Cotto Canelo, le combat, il était là pour sauver la boxe. Hein. Pour sauver la boxe de la déception qu'on a eue auparavant. Et Cotto Canelo, bah écoute, je te laisse en parler. Encore une fois, on joue sur la fameuse rivalité Puerto Rico-Mexico. Et alors, comment tu l'as vécu, toi, Pierre-Antoine? Alors, évidemment, je me suis réveillé pour le voir avec le décalage parce que c'était la belle affiche. Et puis, comme tu le disais, on était frustrés. Il fallait qu'on voit de la boxe et on savait qu'avec ce dollar, on verrait de la boxe. Donc, cela dit, c'est un combat. Alors, c'est un combat qui est intéressant parce que à l'époque, Canelo a besoin d'un truc. Canelo, c'est un boxeur qui a un peu pris une leçon contre Floyd et qui, le reste du temps, a bien géré sa carrière, mais qui lui manque d'un combat de référence. Et là, on se dit, Mexique contre Porto Rico, ça va être une baston, va y avoir du sang, ça va être, voilà, bon. On se dit ça. Et en fait, ce qui se passe est assez différent. C'est-à-dire que déjà on se dit, en voyant ce combat qui est en poids moyen, mais putain, comment Alvarez il a fait pour boxer auto en super welter? Parce que le mec est un poids moyen. Hein, ça se voit, il est naturellement beaucoup plus gaulé que Cotto. La différence de taille, de gabarit, de châssis sur le ring est évidente entre les deux. Et donc, ils vont pas rentrer dans la gueule. Et là, Cotto a raison d'éviter. Cotto décide de sortir son arsenal non plus de vaporisateurs qu'il a sorti contre Martinez et contre Gill, mais de ressortir la panoplie du boxeur. Il le boxe, il lui tourne autour, il utilise son jab et il essaie le maximum de marquer plus de points, de marquer plus de coups. Cela dit, il se fait contrer. Cela dit, les coups les plus nets, c'est Alvarez qui les met. Il y a plus de puissance, on voit Cotto reculer, on voit que Cotto, vers la fin du combat, sur quelques coups, a un peu mal. Cotto fait un combat remarquable, il est battu. La grosse déception du combat, c'est les cartes, parce que, évidemment, comme d'hab, Cotto va être ronchon. Bon, voilà, on peut pas changer son naturel. Cela dit, j'aime beaucoup le juge Moretti, je suis très souvent d'accord avec lui. Mettre 119-109 à Canelo sur ce combat, franchement, c'est abusé. Objectivement, tu peux donner 3 ou 4 rounds à Cotto sur ce combat sans problème. Voilà. Ouais, mais voilà. Commence l'équation. Commence là définitivement l'équation impossible pour n'importe quel adversaire de Canelo. C'est Las Vegas
plus Canelo, Ah. plus une carte des 3 juges qui sera toujours 118, 110 ou 119, 109. Quoi, quel que soit le combat. Ah. Adeline Bird, elle le sort la même chose contre Triple G. Bah, ça arrive là. Freddy Roach aussi est un petit peu amer, souviens-toi, à la sortie du combat, il voit pas le même combat que nous. Mais j'ai envie de te dire aussi que je ressens dans ce combat, en le revoyant plusieurs fois, je ressens aussi un Canelo qui c'est bizarre ce que je vais dire, mais qui protège Cotto en n'allant pas au bout. C'est possible. Moi, possible. j'ai cette petite sensation. Alors peut-être que j'extrapole et tout, mais moi j'ai véritablement l'impression que Canelo n'enclenche pas la seconde et cherche. En mettre plus. Ouais. J'ai rarement vu un Canelo qui cherche pas le chaos comme ça. Parce que Canelo, il sort d'un chaos monstrueux contre Kirkland. Hein. Où il se fait plaisir. Canelo, c'est un sadique. Hein. Comme certains. Ouais, et là, parce que les contres il les a, les ouvertures il les a, et le Canelo qui a de telles ouvertures et qui a les contres comme ça, c'est l'impression que ça me donne. Mais peu importe cette impression, pugilistiquement parlant, c'est très très beau à voir. C'est très intéressant à voir. C'est la belle boxe. C'est la belle boxe, même si je me dis que les gars ne sont pas allés au bout de ce qu'ils auraient pu faire. Mais beau combat qui plaira beaucoup à ceux qui aiment l'escrime des points. Voilà, un combat à montrer pour tous les amateurs de l'escrime des points. Et donc le dernier big money fight pour Miguel Cotto. Alors déjà à partir de là, tu dis carrière énormissime, tout ça, mais il va quand même essayer de continuer sa carrière. Alors où va-t-elle? On sait pas trop où ça va, et voilà, il y a un layoff, comme on dit, assez long, et il veut quand même continuer sa carrière avec Golden Boy, promotion, et va arriver un combat alors que je pense tout le monde a oublié, mais ce qui était un combat dur, vraiment pour une reprise après plus d'un an, presque un an et demi sans boxer, le Cotto, il va prendre il va prendre, attendez mes pirates, alors où je vais le mettre? Je vais le mettre ici, voilà, contre Kamegai, le japonais, et on est en 2017, et regardez bien la date. On est le 26 août 2017. Ce combat a lieu le même soir que Mayweather-Conor McGregor. C'est il y a 2 ans de ça, mais on l'a déjà oublié. Hein. On l'a déjà oublié. Mais dans la soirée, si tu voulais voir du spectacle, enfin, si tu voulais voir du cirque, il fallait être sur Showtime. Mais si tu voulais voir de la vraie boxe, un vrai combat, un vrai fight, il fallait être sur HBO avec Cotto Kamegai. Mais personne n'y allait. Personne, j'avoue, moi-même, j'étais allé voir le cirque avec l'autre crétin d'Irlandais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, on est prompt à se faire avoir quand on est fan de boxe. Mais donc, Cotto Kamegai pour un retour, alors que t'es un vétéran, dans un combat dur, parce que ça envoie du pâté comme on dit, guerre de tranchées qui doit marquer, et on se dit mais où va la carrière de Miguel? Et donc quelques mois plus tard, pour finalement ce qui sera son dernier combat, Miguel Cotto tente le dernier championnat du monde contre Saddam Ali dans son jardin, Madison Square Garden. Voilà, tout est réuni pour avoir un good farewell, pour avoir un beau au revoir. Et malheureusement, Saddam Ali, boxeur qui a montré ses limites, malheureusement va gâcher la fête en proposant peut-être sa meilleure performance en carrière. Il va super bien boxer. Franchement, il a vraiment bien boxé. Il a proposé vraiment quelque chose de beau. Et un Miguel Cotto qui va être surpassé par Saddam Ali pour son dernier combat au Madison Square Garden. Et donc c'est la fin. C'est la fin de notre Miguel comme on le connaît. C'est triste. Hein. Il est triste ce combat parce que Cotto quand même se blesse
Hein, Oui, il est j'ai chez oublié lui, de le c'est dire. son jubilé, c'est bon. Et il se blesse quand vous revoyez les images. C'est assez vilain d'ailleurs. Il a un biceps qui s'enroule un peu comme un store que vous tirez, voilà, il a un tendon qui lâche, donc son bras est salement amoché. Et paradoxalement, et c'est voilà, pour une fois justement, alors qu'il y a une excuse en or, il sait que c'est son dernier combat, il finit le combat classieux en disant bon ben oui je me suis blessé, mais le meilleur ce soir c'était Sadam Ali. Ouais. On sent que voilà c'est sa fin de carrière, donc il sent qu'il a plus grand chose à défendre entre guillemets, et il est beaucoup plus gracieux dans la défaite qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Ouais, voilà. Donc, c'était la dernière tentative en championnat du monde de Miguel Cotto. Et puis, je pense que dans les derniers rounds, ça se voit aussi dans les derniers rounds. Il gère il gère sa retraite, quoi. Définitivement, c'est fini la boxe. Tu vois, c'est dur, hein, c'est franchement dur pour tous les boxeurs, mais là, je trouve que ça se voit. Prends les 4 derniers rounds de ce combat, tu vois Miguel et ça cogite, et dans sa tête, il dit bon bah voilà, c'est la fin. C'est la fin, et tu le vois. Vraiment, ça imprègne les images, et pour un combat, voilà, un combat qui fait que ça sera son dernier, mais et là on va en parler, pour une carrière, parce que c'est le thème de notre série sur la page, on est dans une Hall of Fame discussion, bah, pour une carrière qui est définitivement une carrière Hall of Fame. Si toi, Antoine, tu faisais partie de l'association des écrivains boxe américains qui peut voter, tu as en ballottage une liste de noms avec Miguel Cotto à l'intérieur, tu votes directement pour lui? Oui, oui. Alors après, c'est toujours un peu un jeu de comparaison. Il faudra voir avec quel boxeur il va se retrouver C'est vrai. la première fois soumis au vote des gars. Après, Cotto, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un Hall of Famer? Un Hall of Famer, c'est à la fois quelqu'un qui a des résultats sportifs remarquables, et puis c'est quelqu'un qui aura été aimé. Parce qu'on parle bien de Hall of Fame, c'est un concept un peu ambigu, parce que c'est pas que les meilleurs, c'est aussi des personnes qui ont fait se lever les foules. C'est aussi des personnes qui ont été aimées par le public. Et évidemment, Cotto coche ces deux cases-là. Alors, sportivement, quand on est très méchant, on peut dire que, ben voilà, il aura ces victoires marquantes auront été contre des mecs un peu moins forts que Mayweather, un peu moins forts que Canelo, que quand il a battu Martinez, Martinez était très fatigué. Là, je me fais vraiment l'avocat du diable. Hein. Bon, bon. Donc, effectivement, Cotto a pas dominé son époque. Il a pas dominé son époque parce qu'il a boxé en même temps que des monstres comme Pacquiao et Mayweather. Il faut pas l'oublier. Bon, ben voilà, ça arrive. Hein. Bah, parce que Néanmoins, époque sublime. Parce que quelque part, il peut se dire, je suis mal né, hein. Voilà, une époque chez les Walter qui, ouais, tu peux te dire, tu sais à quel point j'aime Wilfred Benitez. Mais Benitez, un peu de la même façon, c'est un autre portoricain dont le seul tort a été de boxer en même temps que Ray Leonard, que Tony Hearns, tout à fait, voilà, contre des monstres. Hein. tout à fait. Et donc, bon, Cotto devrait finir au Hall of Fame. Voilà. Ouais. C'est sa place, c'est là qu'est sa place. Je pense aussi que c'est un type qui continuera à bien faire le fan service, c'est-à-dire qu'il continuera, voilà, à être présent Ouais, les dans les promoteurs, hein. événements. Les managers et promoteurs déjà, et ils managent des prospects portoricains. Ouais. Et je pense que, enfin, je mets ma main à parier que la prochaine pépite portoricaine, et il y aura une prochaine pépite portoricaine. Pourquoi? Parce que c'est un pays de boxe. Donc un pays de boxe se régénère toujours, produit toujours du champion. Les Mexicains produiront toujours des champions, les Portoricains produiront toujours des champions. Et je pense que la nouvelle pépite portoricaine qui va arriver sera sous l'égide de Miguel Cotto. Ça me paraît presque naturel. Ouais. Donc, bah écoute, moi aussi, hein, franchement, euh, merci beaucoup Antoine d'avoir bien réexpliqué ce concept de Hall of Fame. Le Hall of Fame, c'est un peu le thème dans ma série. Voilà, parfois on fait des portraits de boxeurs qui peut-être ne seraient pas dans le Hall of Fame, mais en termes d'émotion, euh, il, euh, si le niveau sportif peut être discutable, et encore, franchement, est encore discutable, le niveau émotionnel est tellement fort que c'est ça aussi la boxe. C'est ça aussi la boxe. La boxe, c'est des souvenirs ineffaçables que tu auras toute ta vie. Et Miguel Cotto, comme certains autres, nous en a proposé. Et pour ça, sa place au Hall of Fame est
à mes yeux aussi une garantie et je dirais même une nécessité. Une nécessité parce que mettre Miguel Cotto au Hall of Fame, c'est comment dire, c'est crier au monde ta conception de la boxe. Voilà, la boxe c'est pas juste un sport où il faut gagner. Voilà, alors si c'est juste un sport où il faut gagner, bon bien sûr, mais André Ward, pas de problème, mais André Ward, t'es logique avec toi-même. Mais si la boxe c'est aussi des émotions qui te transcendent, une humanité qui vient te mettre des claques, eh ben c'est Miguel Cotto directement. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bah voilà, on a fait, je pense, on a fait une rétrospective d'une carrière. Alors mes pirates, si vous n'êtes pas replongé, replongez-vous dans cette carrière de Miguel Cotto pour plein d'aspects différents. Cette histoire incroyable contre Margarito. Techniquement, si vous voulez revoir de la belle technique contre Canelo, à quel âge il fait ça. Bref, son début de carrière un peu inconnu pour nous francophones qui envoie du bois comme c'est pas possible. Contre Zab Judah, c'était juste magnifique. J'ai l'impression qu'on était retourné dans les années 30 et 40. Bref, il y a tellement de combats auxquels on peut se repencher. Vraiment, vous allez adorer. J'espère qu'on vous aura donné envie de vous repencher dans plein de combats. Et surtout, mes pirates, penchez-vous aussi sur les écrits de notre ami Antoine, 130 livres, le blog littérature et boxe, 130 livres, voilà. Pirate Antoine, est-ce qu'il y a un texte box qui va arriver mais, dans les prochaines semaines et tout ça, ou les prochains jours, sur 130 livres? Il y a peut-être des envies d'écriture, voilà. Donne-nous envie d'aller sur 130 livres. Alors, moi, je vais plutôt parler du passé récent. Dans le passé récent, j'ai écrit une petite chose sur un homme qui méritait qu'on s'en souvienne, qui n'est pas un grand champion de boxe, mais qui a été un immense entraîneur, qui est Eddie Futch, et qui a cette particularité qu'il a été l'entraîneur de Joe Frazier pour sa 3e rencontre avec Muhammad Ali, qui est un moment d'histoire exceptionnel. Et donc on a fêté il n'y a pas très longtemps le 108e anniversaire de la naissance d'Eddie Futch. Et donc voilà, j'ai écrit un petit papier dessus et puis le deuxième point, c'est que un peu par bol, j'ai croisé à la fin de mes vacances Michel Soro, qui s'avère être un type formidable. J'ai écrit un petit papier sur cette rencontre et Michel, parce qu'il a très bien réagi, parce qu'il était très cool, parce qu'il m'a laissé écrire, etc. Dorénavant, je vais le suivre et dorénavant, vous aurez des papiers sur Michel Soro parce que c'est un mec en or et que la boxe française a besoin de gars comme ça. Ah bah super, super. Moi, je te remercie. J'ai lu ton papier sur Eddie Futch. Top. Top mon gars, top, bravo à toi. Donc 130 livres mes pirates, si vous connaissez pas encore, vous courez, allez-y, jetez plus qu'un œil, allez-y lire les beaux textes d'Antoine. Et puis nous mes pirates, on se rejoint bientôt pour une future Hall of Fame discussion avec un autre champion. Et puis les débriefs des grands combats arrivent. Enfin bref, on suit la page comme d'habitude. Page Facebook, page YouTube et puis page Tipeee pour ceux qui veulent soutenir le Capitaine. Pirate Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on te dit à bientôt. Ciao mes pirates. Salut les pirates.